Bienvenue dans Tout est déjà là, le podcast qui tisse des ponts entre spiritualité et entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de la série Book Club que je te propose. La série Book Club, en fait, ce sont des épisodes dans lesquels je te partage des ouvrages qui me font vibrer ou qui me touchent aussi bien dans ma vie personnelle que dans ma pratique, dans ma transmission, au-delà. Et ce partage, en fait, que je te fais est quelque chose qui a pour ambition simple et très humble de t'inspirer à ton tour et peut-être de te donner envie d'aller à la rencontre de ces autrices, de ces auteurs, de ces ouvrages. Aujourd'hui, je t'emmène à la rencontre des Yoga Sutras et plus particulièrement des Yoga Sutras de Patanjali, de Bernard Bouanchot. Donc, c'est une traduction française, c'est une des rares traductions françaises que l'on a qui, à mon sens, est vraiment porteuse justement de sens et de contexte. Ce texte a profondément marqué ma compréhension des Yoga Sutras. Donc, on va démarrer cet épisode qui va être assez court et dense. Donc, n'hésite pas à prendre des notes si tu en ressens le besoin ou à le réécouter un peu plus tard. Je suis aussi totalement disponible si tu souhaites me poser des questions ou m'écrire directement par email pour échanger sur ce texte. Donc déjà, les Yoga Sutras de Patanjali, qu'est-ce que c'est ? J'avais envie de dire, on va le remettre dans son contexte, mais en fait, c'est quasiment aussi, on va le remettre dans son non-contexte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont racontées sur les Yoga Sutras qui finalement s'avèrent être fausses. Par exemple, Yoga Sutra de Patanjali, en fait, par exemple, Patanjali est un auteur dont on ne sait quasiment rien et on ne sait pas s'il a réellement écrit ce texte, s'il l'a écrit seul, s'il n'a pas été amendé au fil des siècles. On n'a pas de preuves et on n'a pas de traces, en fait, de qui a réellement écrit les Yoga Sutras et avec quelle intention. On l'attribue entre le 2e siècle avant notre ère et le 4e siècle. Les spécialistes ne sont pas du tout d'accord non plus sur la date de cet ouvrage-là. Et c'est vraiment quelque chose qui se relie aujourd'hui, à mon sens, au yoga et à ce qu'on doit accepter, c'est-à-dire que c'est une pratique qui évolue au fil des siècles, qui est très vivante. Même si l'état de yoga est quelque chose que l'on souhaite atteindre en fonction de sa lignée, cette possibilité de l'atteindre est quelque chose qui est très vivant, très mouvant et qui change au fil des siècles, qui change au fil des civilisations auxquelles il est exposé. Et c'est vraiment aussi ce qui me plaît dans la pratique des asanas, dans la philosophie du yoga, c'est que quelle que soit ton origine, quelle que soit ta motivation, tu peux y rentrer, tu es bien accueilli. Donc, les Yoga Sutras, c'est un recueil qui est assez court. Il y a 195 aphorismes dedans, donc des phrases courtes, plus ou moins courtes. L'ouvrage en lui-même, il tient dans une main, en fait. Si tu prends que les aphorismes, 195 aphorismes, ça tient vraiment dans une main. Ça décrit, en fait, un chemin intérieur, une voie d'entraînement de l'esprit, autant que du corps. Mais dedans, tu ne vas pas du tout trouver de liste de postures, de séquences d'asana à pratiquer, mais c'est vraiment une cartographie de la conscience humaine. C'est une cartographie de Patanjali qui nous est proposée pour aller faire connaissance et déployer une forme de conscience humaine. Et quelques repères que je voulais te donner aussi pour clôturer cette première rubrique sur les Yoga Sutras. Le texte, il appartient vraiment à la tradition du Samkhya Yoga. Donc, c'est une tradition qui sépare Purusha, la conscience, de Prakriti, la matière. Donc, c'est quelque chose aussi qui est intéressant de savoir en amont. La première fois que j'ai abordé les Yoga Sutras dans ma formation de 100 heures, il y a cela maintenant 13 ans, j'avais pas connaissance de ça du tout, donc j'ai lu le texte tel que, et du coup, il y a plein de subtilités qui m'ont échappé. Donc, je t'invite aussi à te renseigner sur le Samkhya Yoga pour peut-être comprendre certaines subtilités de cette philosophie-là avant d'aborder le texte. Il propose une cartographie en 8 étapes, l'Ashtanga Yoga, qui est d'ailleurs, ce texte est fondateur, je pense. En tout cas, il fait partie énormément de la pratique de l'Ashtanga Vinyasa Yoga de Pattabhi Jois. Donc, c'est aussi quelque chose qui est contemporain en termes de compréhension et j'ai envie de dire d'intégration à la pratique des asanas. Mais c'est un texte, c'est un ouvrage qui, à mon sens, est vraiment très puissant. Mais on va en parler dans la rubrique suivante. Les Yoga Sutras, nous parlent vraiment de tout ce dont on souhaite se libérer pour atteindre l'état de yoga. Donc, en fait, c'est la souffrance, la condition humaine, l'ego un peu déplacé ou beaucoup déplacé, les habitudes du mental, les kleshas. Voilà, tout ça, c'est abordé dans les Yoga Sutras. Et cette cartographie nous permet de naviguer, en fait, entre ces différents points pour savoir comment les aborder et comment, entre guillemets, soit les dépasser, soit les transformer, soit les dissoudre. Donc, ce texte, parfois, il peut sembler assez hermétique, quand même, il est
assez abrupt, parfois déroutant. On a l'impression que, en fait, c'est écrit en code parfois, si on n'a pas les clés, encore une fois. Et c'est là qu'intervient l'importance, en fait, des commentateurs que tu vas choisir pour ce texte. Parce que les Yoga Sutras, ils sont pas faits pour être uniquement lus, ils sont vraiment faits pour être étudiés avec un guide. Donc, c'est vraiment un texte de transmission. Et je trouve que c'est exactement ce qu'a réussi à faire Bernard Bouanchot dans son ouvrage. C'est-à-dire que même sans pratiquer directement avec lui, en étudiant cet ouvrage depuis quelques années, j'ai vraiment cette sensation de progresser dans les Yoga Sutras et j'ai pu avoir des échanges avec d'autres guides qui m'ont conforté dans le fait que ça me donne en tout cas une très bonne base pour aller plus loin. Donc Bernard Bouanchot, qui c'est vraiment pour moi une figure incontournable du yoga francophone. Encore une fois, j'ai pas du tout pratiqué en présentiel ou physiquement avec lui. C'est une personne que j'ai vraiment découverte par ses écrits et j'adore ses écrits. J'ai plusieurs ouvrages, plusieurs articles qu'il a rédigés. À chaque fois, c'est enrichissant et encore une fois, c'est non dogmatique. Donc pour moi, c'est vraiment très très pertinent et ça se retranscrit très vite dans ma pratique personnelle. Il a été formé auprès de Desi Kachar, qui est un des fils de Krishnamacharya, qui est donc le papa du yoga contemporain et moderne, comme on peut le voir aujourd'hui. Et il appartient donc à cette lignée qui est très exigeante, dans laquelle le yoga est transmis de façon personnalisée et adapté vraiment à l'individu, à la personne qui est en face de nous. Donc, ce qui caractérise l'approche de Bernard Bouanchot, c'est vraiment une lecture, encore une fois, non dogmatique, contextualisée, ancrée dans la pratique réelle, une grande finesse pédagogique qu'on retrouve vraiment dans cet ouvrage, et surtout une capacité à relier la philosophie à l'expérience corporelle ou au souffle. Il a un super ouvrage aussi sur la respiration, sur le souffle, que je trouve absolument génial. Donc, il a écrit plusieurs ouvrages et traduit et commenté beaucoup de textes. Et il a formé pas mal d'enseignants. Il propose lui-même une formation. Ce livre, pour moi, c'est celui qui le représente le mieux parce qu'il a réussi à rendre accessible un texte qui pourrait, encore une fois, sembler assez complexe, mystérieux. Et là, en fait, en le lisant, on rentre vraiment dans le texte. Donc, justement, pour moi, c'est une belle synthèse entre tradition, pédagogie et autonomie. Donc, justement, ce texte dont j'ai envie de te parler, les Yoga Sutras de Patanjali, miroir de soi. Donc ce texte-là, c'est un livre dont je te parle aujourd'hui, qui est vraiment devenu un compagnon de route sur ma pratique personnelle. J'en parle souvent. Si tu as suivi une formation, une retraite avec moi, je t'en ai forcément parlé, ou un accompagnement individuel, parce que, encore une fois, c'est du bon sens et c'est une cartographie rendue accessible en français. C'est la seule traduction vraiment en français, moi, que je recommande personnellement. À part peut-être celle de Sri Aurobindo, mais que j'ai lue après avoir étudié celle de Bernard Bouanchot, parce qu'elle est un tout petit peu plus technique, on va dire. Donc, il est vraiment devenu mon compagnon de route et c'est principalement lié à sa structure. Dès que je l'ai ouvert, je me suis dit « Waouh !» Donc, c'est un livre que m'avait conseillé une élève que j'avais à Paris, qui se reconnaîtra si elle écoute cet épisode. Et depuis, vraiment, il est dans la bibliographie de ma formation Yin Yoga, le premier module écoute de soi. Il est dedans. Il est dans mon e-book gratuit de recommandations que tu vas retrouver son lien de téléchargement. C'est gratuit. Tu cliques dessus, tu récupères le PDF. Il y a plein de recommandations dedans, de livres, de podcasts, de musique. Voilà, c'est quelque chose que je mets à jour. D'ailleurs, je l'avais mis à jour en 2024, donc je vais sûrement le remettre à jour début 2026. Mais voilà, tu peux aller le télécharger à peu près tous les ans. Il y a des nouveautés dedans. Mais en tout cas, ce livre, sa structure pour moi, elle est parfaite. C'est pour ça que je souris si tu regardes la vidéo, parce qu'elle est vraiment, pour moi, parfaite. C'est-à-dire qu'il y a une traduction proposée de Bernard Bouanchot du sutra en haut de la page. Ensuite, il y a un texte qui va t'introduire à ce sutra et à sa vision du sutra. Donc, c'est un texte qui va ouvrir des portes. C'est un texte qui ne va pas imposer une interprétation unique. C'est vraiment quelque chose dans lequel Bernard Bouanchot nous dit voilà la possibilité. Et toi, tu vois ce que ça éveille en toi et vers quoi ça t'amène. Mais en même temps, c'est cadré. C'est vraiment, ça part du sutra. Donc, c'est pas un commentaire doctrinal comme j'ai pu en lire vraiment sur les Yoga Sutras. C'est un espace de réflexion. Et cet espace de réflexion, il est nourri ensuite par des questions d'introspection. Et ça, pour moi, c'est une grande force du livre parce que c'est des questions qui transforment la lecture en pratique vivante et qui me permettent de l'intégrer d'ailleurs dans ma pratique personnelle. On n'est pas dans l'analyse, on est dans l'intégration vraiment du sutra, dans la possibilité d'aller plus loin
dans ce que ce texte veut mettre en lumière chez nous et nous amener à changer, à transformer ou en tout cas, à minima, à conscientiser. Donc chaque sutra, ça devient une invitation vraiment à regarder comment on fonctionne, comment on agit et comment on perçoit le monde. Et ensuite, en bas, donc c'est pour chaque sutra, il peut y avoir 1 à 2 ou 3 pages. Mais à la fin, pour clôturer, tu as la translittération en sanskrit et la traduction mot pour mot. Donc c'est très intéressant aussi parce qu'une fois que tu as lu la possibilité de la traduction de Bernard Bouanchot, que tu as étudié un petit peu le texte et que tu as répondu aux questions d'introspection, tu peux aller déjà lire la translittération à voix haute en sanskrit et ensuite te laisser imprégner de chaque mot pour voir ce que chaque mot éveille pour toi. Parce que le sanskrit, c'est vraiment une langue, on la traduit souvent comme une langue morte, mais moi j'allais dire une langue vivante, c'est-à-dire qu'un mot peut avoir vraiment plusieurs significations. Donc c'est vraiment une structure qui est parfaite pour s'autonomiser progressivement dans la compréhension du texte. Donc cette structure, elle permet de lire le texte linéairement, si on veut, d'entrer dans un sutra ponctuellement, ce que moi j'adore faire, c'est-à-dire que maintenant que, j'avoue, je l'ai lu de couverture à couverture dans des éditions plus petites. Quand je suis arrivée à la fin de ces éditions, à chaque fois, je me suis dit, j'ai pas compris ce que je viens de lire. J'ai compris certains mots, j'ai compris certains concepts, mais je sens que je suis quand même passée à côté du truc. Ce livre-là de Bernard Bouanchot, en fait, en général, j'avoue que moi, je travaille encore sur les yamas et les niyamas à fond. Il y a beaucoup de choses que je dois intégrer, il y a beaucoup de choses que mon ego doit intégrer. Et les niyamas et les yamas, c'est les 2 premiers chapitres. C'est vraiment des règles de vie envers soi et envers les autres. C'est la base de la vie humaine. Et donc souvent, je relis ces passages. Je relis en ce moment, par exemple, je travaille sur Satya, la vérité, parce que je cherche à vraiment mettre en place une communication authentique dans Evolve Yoga, dans tout ce que je propose, et en même temps que ce soit en lien avec ma pratique. Et une petite fée m'a dit, mais Angel, va relire Satya dans les Yoga Sutras. Mais bien sûr, je remercie cette petite fée aussi si elle écoute. Mais c'est aussi, tu peux l'utiliser comme une base de journaling si tu veux personnel. Alors, quand je dis journaling, c'est pas un journaling comme tu ferais, j'ouvre mon carnet, mon journal, et voilà, j'explique ce que je ressens ou j'aborde un point précis de ce que je veux faire de ma journée. Là, je parle de journaling dans le sens, justement, tu relis le sutra, tu lis la traduction du sutra, et après, tu vas observer les questions que Bernard Bouanchot te propose et voir ce que ça éveille chez toi. Et des fois, tu peux ne choisir qu'une question, hein. C'est tellement riche qu'une question, ça suffit. Et faire le lien surtout avec ta vie et ton quotidien, parce que s'il y a bien une raison pour laquelle on pratique aujourd'hui, surtout en France, en Occident, c'est pour que cette pratique des asanas, des pranayama, des yamas, des niyamas, en fait, on l'amène dans notre quotidien pour que ça parte de nous pour aller vers les autres. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas juste d'aller se regarder le nombril, d'améliorer sa vie, d'améliorer la qualité de ses pensées. C'est surtout de le faire pour qu'autour de nous, ça ait un impact, en fait. Et c'est vraiment une réalisation pour moi de 2025 qui est très forte. Je le savais avant, mais là, 2025 m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que je ne pratique pas pour mon confort personnel uniquement. Je pratique parce qu'en fait, j'ai envie que tout ce que moi je mets en lumière, d'autres puissent le faire. Que tout ce que je fais, d'autres puissent le faire avec leurs pas, avec leurs outils, leurs possibilités. Et c'est pour ça qu'il y a les accompagnements one-one qui ont émergé énormément depuis le mois de juin. Même si j'en faisais déjà un peu avant, là, cette année, ça a un peu, entre guillemets, explosé parce que moi, ce que je veux vraiment, c'est vous accompagner sur votre chemin. Et c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je pratique comme asana? Qu'est-ce que je fais en dehors du tapis? Moi, je me suis inscrite à une salle de sport. Ma pratique de cardio, vraiment, elle m'aide aussi dans ma pratique de cet état de yoga que j'aimerais, j'ai pas envie de dire atteindre parce que j'ai beaucoup d'humilité. Je ne sais pas si ce sera dans cette vie, j'en doute. Mais en tout cas, dans l'étude de ce qu'est l'état de yoga et de tout ce qui nous permet en chemin, de beauté à mettre en place dans nos vies pour les autres, encore une fois. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Ne pas se regarder le nombril, moi, soigner mes traumas, aller mieux, guérir mes choses, guérir mes blessures. Mais c'est plutôt, en fait, si je prends soin de moi, si je délie ce trauma, par exemple, il y a une chance que peut-être mes enfants ne le recréent pas et ne le subissent pas. Ils en subiront peut-être d'autres, on reste des parents. Mais voilà, on fait du mieux qu'on peut pour que certaines choses soient déliées dans les lignes familiales. Si j'ai tel comportement de respect envers les autres, il y a des chances que les autres aient le même comportement envers moi et que ce fasse un écho. Voilà, donc petit à petit, d'avoir cette conscience de sortir
de ce que j'ai envie de dire, vraiment du yoga marketing et du yoga égocentré peut-être, que moi-même j'ai nourri. Je pense que pas au début de ma pratique, mais il y a eu une période dans ma pratique, à mon avis, où je me suis entre guillemets perdue, parce que j'ai vraiment eu besoin de prendre soin de moi. Mais je me rends compte que ça m'a amené aussi là où j'en suis aujourd'hui. Donc ne pas se juger, ne pas s'auto-flageller. Mais l'idée, c'est vraiment toujours pourquoi je fais ce que je fais en fait. Voilà, quelle est ton intention? Je pense que cette phrase est dans tous mes épisodes de podcast, quel que soit le sujet et le contexte. Quelle est ton intention? Donc c'est pour ça vraiment que je recommande ce livre dans ma liste de lecture pour le module écoute de soi, qui est vraiment le premier module de formation 60 heures en yin yoga. La prochaine session, c'est du 13 au 19 février 2026 en résidentiel à Evolve Yoga Shala. Donc n'hésite vraiment pas à me contacter pour t'inscrire. Il y a déjà 6 tapis qui sont partis. C'est aussi donc dans ma liste de recommandations, c'est aussi ce dont je parle tout le temps à tout le monde. Il accompagne vraiment un travail à la fois d'introspection, un travail de présence à soi, de présence à l'autre et spirituel. Et c'est vraiment ce que je cherche à nourrir dans les formations que je donne. Ben, j'aime pas ce mot formation, c'est pour ça qu'à chaque fois je trébuche un peu sur ce mot-là, mais c'est typiquement français, c'est l'académie française. Il faut des documents, il faut des certificats, mais j'ai envie de les appeler moi plutôt immersion. Mais voilà, t'en repars avec des outils, puis voilà, c'est plus concret de parler de formation. Je serais intéressée, tiens d'ailleurs, si tu as envie de mettre en commentaire ou de m'envoyer un mail pour me dire, toi, est-ce que tu es à l'aise avec le fait de faire une formation au yoga? C'est vraiment une grande question là que j'ouvre. Mais en tout cas, voilà, il est dedans parce que pour moi, c'est cette possibilité de débuter la formation en s'immergeant dans le texte un petit peu, autant qu'on le peut, parce que c'est quand même un beau pavé, et surtout qu'il vous accompagne au quotidien. Donc là, c'est ce que je fais aussi dans cet épisode de podcast. C'est un super compagnon si tu aimes voilà, des écrits qui sont dans le bon sens, qui font le lien dans la spiritualité et le quotidien, et qui peuvent vraiment avoir un impact à la fois sur toi et sur les autres. C'est un grand souhait, un grand projet. Voilà, cet épisode arrive à sa fin. Donc, les Yoga Sutras, vraiment, ça forme un texte puissant, parfois un peu énigmatique, tu l'auras compris. Mais en fait, entre de bonnes mains et surtout avec de bons guides, c'est un miroir incroyable pour comprendre nos fonctionnements. Et je trouve d'ailleurs que Miroir de soi, le sous-titre de cet ouvrage-là est très, très bien trouvé à ce niveau-là. Bernard Bronchot, en fait, il a su faire quelque chose qui est accessible, qui est vivant, qui est profondément respectueux de ce texte et surtout utile dans une pratique moderne. Donc, si tu cherches un texte j'ai envie de dire de chevet, mais plutôt de bord de tapis ou de bord d'études de texte dans ta svadhyaya, dans ton étude personnelle, vraiment, je te le recommande. C'est tout bénef pour ton chemin intérieur. Et si tu veux aller plus loin, vraiment, n'hésite pas à te plonger dedans, à t'immerger dedans. Voilà. Tu retrouveras donc encore une fois en description de l'épisode le lien vers la formation Yin Yoga 60 heures écoute de soi, mais aussi le lien vers l'e-book PDF gratuit que tu peux télécharger, dans lequel tu retrouves les références de cet ouvrage-là également. Si tu es encore là, c'est que comme moi, tu as à cœur d'aborder la philosophie hindouiste dans ta pratique du yoga. Bienvenue, je suis toujours ravie de pouvoir échanger avec d'autres passionnés. N'hésite pas à me dire quelle traduction tu as peut-être déjà lu tes Yoga Sutras et ce que tu en as pensé. J'en ai quelques-unes, dont celle de Sri Aurobindo que j'ai évoquée un peu avant, mais je suis toujours heureuse d'échanger, encore une fois, avec d'autres passionnés et d'autres exploratrices et explorateurs de la philosophie hindouiste et de l'état de yoga. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En décembre, en fait, je vais te proposer des extraits d'épisodes de 2025 que j'ai beaucoup appréciés. Et j'espère que tu apprécieras également. C'est un peu une rétrospective, en fait, pour clôturer 2025, ouvrir 2026 avec de belles énergies. Et d'ici là, n'oublie pas, tout est déjà là.